Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct. Et vous le savez, on retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, qui sera débriefé par nos éditorialistes Yves Tréhard et Denis Jambard. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires. Code du travail pour démarrer, alors que le projet autorisant à réformer par ordonnance arrive en Conseil des ministres aujourd'hui. Hier, des contestations à l'appel de certains syndicats ont eu lieu, notamment à Paris, au Havre et à Montpellier, où l'on se rend tout de suite pour écouter l'un d'entre eux avec Lucie Martin et Lucas Mediavilla pour TV Sud. Loi travail numéro 2. Les projets à venir du nouveau gouvernement inquiètent les syndicats. Plus de 150 personnes se sont mobilisées en début d'après-midi devant la préfecture de Montpellier. Un des points les plus sensibles, celui de la réforme du Code du travail. Les projets qui sont aujourd'hui dans les cartons et que nous découvrons petit à petit ne sont pas légitimes dans le monde du travail et dans l'opinion publique. Avant de continuer à détricoter les garanties collectives, qu'on fasse un bilan de toutes les réformes, parce qu'on nous a enchaîné à une série de textes ce sont ces textes qui ont complexifié le droit du travail, donc on en fasse un bilan. Le bilan, il est facile, c'est-à-dire que ça n'a pas conduit à réduire le chômage et la précarité. Au contraire, ça fait exploser le nombre de travailleurs pauvres, ça fait exploser le chômage de masse. Et vous devez savoir que la CGT appelle à une journée d'action nationale le 12 septembre. Et c'est aussi une rentrée scolaire mouvementée en perspective. Instaurée en 2008, abandonnée en 2013, la semaine de 4 jours à l'école va-t-elle faire son retour en 2017 ? Le gouvernement y réfléchit. Dans les conseils d'école, c'est le temps du débat. Et on se rend dans le Rhône à Oulin, où il pourrait y avoir le premier conseil commune. Sur ce débat des 4 jours à l'école. Bertrand Frachon pour TLM. Rentrée mouvementée en perspective dans les écoles du Rhône. Alors qu'un décret ministériel portant sur les rythmes scolaires pourrait être annoncé prochainement, certaines communes du département ont déjà pris le parti d'un retour à la semaine de 4 jours dès la prochaine rentrée. C'est le cas à Oulin, où la population a été consultée à travers des conseils d'école. J'ai vu beaucoup de retours sur la fatigue des enfants, de la part des familles, de la part des enseignants. 69% des personnes interrogées et 70% souhaitent revenir à 4 jours et 70% dès cette rentrée, on s'en est saisi immédiatement et effectivement, sous réserve de la validation de l'académie, on repasse dès la rentrée à 4 jours. Une mise en œuvre rapide, contrairement à Lyon, Villeurbanne ou encore Saint-Genis-Laval qui ont décidé de reporter à 2018. Dans les écoles oulinoises, certains parents s'inquiètent de cette précipitation. Ça va mettre énormément de parents en difficulté, ça c'est sûr. Parce que pour s'organiser, et puis alors c'est vrai que oui, les enfants, c'est retour aux 4 jours, de toute manière, à un moment ou l'autre, on allait y retourner. En 2018, il n'y allait plus avoir les subventions de l'État. Maintenant, pourquoi y retourner dès la rentrée prochaine ? Pourquoi ne pas se laisser encore 1 an ? Comme ça, les parents sont prévenus, ils peuvent prévoir leur contrat, les nounous et tout le reste pour la rentrée d'après. La mise en œuvre de la réforme est, rappelons-le, conditionnée à la publication du décret ministériel. Et Bordeaux sera à 2 heures de Paris le week-end prochain. Inauguration prévue de la LGV samedi et première exploitation commerciale dès le lendemain. 2 heures de train seulement, donc entre Paris et Bordeaux. Impressionnant. Mais ce n'est pas le seul chiffre à retenir. La preuve avec Franck Poirot pour TV7 en Gironde. Les premiers coups de pioche de la LGV entre Tours et Bordeaux ont commencé en 2012. Au pic des travaux en 2013, ce chantier a employé jusque 9000 personnes. Il a coûté 7,8 milliards d'euros. Cette ligne de 340 km traverse 117 communes. 415 ouvrages d'art ont été construits, dont le viaduc de la Dordogne qui mesure à lui seul plus de 1,3 km. Bref, ce chantier est celui de la démesure. Son principe a été acté en 1992, juste après la mise en service de la branche sud-ouest de la LGV Atlantique entre Paris et Saint-Pierre-des-Corps. 17 ans de procédures juridiques et d'études administratives ont été nécessaires pour lancer le projet. Il faut attendre 2009 pour que l'ensemble des voyants passe au vert. En 2011, l'ISEA, un consortium piloté par Vinci BTP, est désigné. C'est lui qui construira la LGV et l'exploitera durant 50 ans. Car la LGV Tours-Bordeaux a une particularité. Sa construction a été financée à la fois par des fonds publics à hauteur de 4 milliards d'euros et par l'ISEA pour 3,8 milliards d'euros. Ce montage financier pour construire une infrastructure ferroviaire est une première en France.
En 2016, le nom de cette ligne est dévoilé par la SNCF. Elle s'appellera Ligne Océane. Dans le même temps, des essais à grande vitesse commencent sur les 340 km de voies ferrées. À partir de janvier 2017, ce sont près de 400 agents de la SNCF qui sont formés à conduire ces nouvelles rames de TGV sur cette nouvelle infrastructure. Voilà un des nombreux sujets sur la LGV puisque nous serons vendredi à Bordeaux à l'occasion de l'inauguration de celle-ci avec Alain Juppé comme invité. Les 2 recours pour annuler le nom de la région Occitanie seront bien jugés par la plus haute juridiction administrative française. L'Assemblée du contentieux du Conseil d'État, constituée de 17 sages, va se réunir le 7 juillet prochain à Paris. Une séance très rare réservée aux affaires d'une importance exceptionnelle. Et hier à Perpignan, les 2 associations qui défendent l'appellation Pays catalan ont affiché leur unité pour le dernier acte de ce combat sur la forme et sur le fond. Un reportage de TV Sud. Les 2 recours pour annuler le nom de la région Occitanie seront bien jugés par la plus haute juridiction française. L'Assemblée du contentieux du Conseil d'État, constituée de 17 sages, va se réunir le 7 juillet à Paris. Une séance très rare réservée aux affaires d'une importance exceptionnelle. Ce mardi à Perpignan, les 2 associations qui défendent l'appellation Pays catalan ont affiché leur unité pour le dernier acte de leur combat sur la forme et sur le fond. Occitanie est un nom actuel qui signifie l'aire linguistique occitane. Or, dans la région, il y a 2 aires linguistiques, l'occitane et la catalane. Donc, si on choisit un nom identitaire, il y a 2 identités. Donc, le nom Occitanie est attaqué aussi en lui-même. Non pas que nous soyons contre les Occitans, nous militons avec eux, nous y sommes favorables. Mais il fallait à ce moment-là choisir Occitanie, Pays catalan. Pour les associations, le Conseil d'État a tenu compte de la mobilisation générale des élus des Pyrénées-Orientales. 220 communes, 13 intercommunalités et le Conseil départemental soutiennent les recours. Et au-delà du fond, c'est aussi la forme qui est mise en cause. La consultation des habitants réalisée par Internet ne serait pas valable. Le code électoral prévoit que normalement ce sont donc des électeurs inscrits sur les listes électorales qui auraient dû donc se prononcer. Ça n'a pas été le cas. Des mineurs ont pu voter, des gens inscrits à l'étranger ont pu également voter. Donc l'organisation a été complètement défaillante. Et la seconde irrégularité, c'est l'utilisation de la méthode de comptage, puisque une majorité de voix ne s'est pas exprimée pour le nom Occitanie. Après l'audience du 7 juillet, la décision du Conseil d'État devrait intervenir dans un délai de 2 à 3 semaines. Une décision définitive sans possibilité de recours. On termine ce journal avec la pêche électrique pour venir au secours d'un poisson en voie de disparition, l'anguille. La Fédération de la Somme pour la pêche et la protection du milieu aquatique réalise régulièrement des pêches électriques. Les poissons sont pêchés pour être étudiés avant d'être relâchés. Ce recensement permet de voir l'évolution de la population des poissons et la santé des cours d'eau au fil de l'année. Franck Moulert pour WEO. Sous le coup d'une décharge électrique assez puissante pour les étourdir, les anguilles sont prélevées pour inventaire. Souvent impressionnante, la pratique de la pêche électrique est réglementée et réservée exclusivement aux autorités compétentes. On a un opérateur qui porte, ici c'est un matériel portatif, du coup qui va avec un interrupteur sur la perche et l'anneau en aluminium, qui va engendrer un courant électrique qui va en fait bloquer la nage naturelle des poissons. Ça va les tétaniser. Et du coup, ils vont être attirés par la perche. Et les 2 opérateurs qui suivent avec des épuisettes vont venir attraper les poissons pour les placer ensuite dans une bassine qu'un 4e opérateur porte. Du coup, une bassine qui est remplie d'eau pour que les poissons aient le temps de se réveiller, quoi. Aujourd'hui, avec la directive cadre européenne sur l'eau, cette pratique permet un suivi des poissons afin d'évaluer le bon état écologique et la réalisation de pêche de sauvegarde. À l'échelle du bassin Artois-Picardie, il y a le fleuve Somme qui a été spécialement identifié pour suivre l'anguille, donc avec la station de comptage de la Montaison à Abbeville, le réseau de pêche électrique qui nous permet d'avoir un bon réseau développé sur l'ensemble des affluents du fleuve, et l'anguillère de dévalaison de Cléry-sur-Somme qui nous permet d'évaluer le nombre de reproducteurs qui repartent vers la mer des Sargasses. Ces études ont débuté en 2010 dans le département de la Somme. Une véritable action de continuité écologique pour valoriser le développement d'une espèce en voie de disparition. Voilà la fin de ce journal préparé par Soumaya Benaï. Ça, dans un instant, c'est le club des éditorialistes, suivi tout à l'heure de notre invité politique, qui est Dominique Bussereau, qui sera sur ce plateau. Mais tout de suite, ce qu'il y a dans vos journaux ce matin en région.
Avec évidemment François de Rugy au perchoir, c'est la une, vous l'imaginez, de Presse Océan, car c'est le journal de François de Rugy. À 43 ans, le Nantais, député écologiste rallié à La République En Marche, a été élu à la présidence de l'Assemblée nationale. Pour le courrier Picard, ce sont les Picards qui vont compter. François Ruffin, sans cravate, Stéphane Demilly, Barbara Pompili, des têtes que vous allez revoir. Et le courrier Picard vous les présente encore mieux ce matin. Dans La Voix du Nord, c'est le premier pas des élus nordistes dans un hémicycle profondément renouvelé. Et le titre, c'est « Rassembler », bien sûr, et avec un papier de notre ami Hervé Favre, qui est régulier dans cette matinale d'info, et qui dit « On trouve même des apprentis députés parmi les ténors, puisque ni Marine Le Pen ni Jean-Luc Mélenchon n'ont siégé dans cette enceinte depuis qu'ils sont en politique. La nouveauté n'est pas une garantie de qualité des débats, mais on espère que ceux qui arrivent ne prendront pas trop vite les mauvaises habitudes de ceux qu'ils remplacent », selon Hervé Favre dans La Voix du Nord aujourd'hui. Pour la Provence, Marseille, c'est la rentrée des Bleus. Et puis pour le Progrès de Lyon, ce sont les batailles qui s'annoncent. Et aujourd'hui, c'est le contrat de travail, édition 2017, dont parle le Progrès de Lyon. Et le titre, c'est « La bataille est annoncée ». Pour la Nouvelle République, travaille le gouvernement dans le vif du sujet. Pour la Nouvelle République, et puis pour l'Écho de Haute-Vienne, écœurement et colère à GM et MES. Vous le savez, bras de fer extrême, alors que les ultimes discussions patinent à Bercy. Les salariés craignent de plus en plus la liquidation pure et simple de cette entreprise. Des fumées s'observaient hier soir à l'intérieur des locaux. C'est dans l'Écho de Haute-Vienne. Pour Centre Presse, le journal de l'Aveyron, Bosch, la menace reste réelle sur l'emploi. Autant dire demain que c'est une échéance importante pour l'usine Bosch, donner le château qui pourrait se séparer de 300 salariés. C'est à la une de Centre Presse. Pour le Télégramme, faut-il réformer la PMA? Le comité consultatif national d'éthique s'est dit hier favorable à l'ouverture aux couples de femmes et aux femmes célibataires de la procréation médicale assistée. C'est dans le Télégramme. Pour l'Indépendant Occitanie, les partisans du pays catalan s'unissent. C'était aussi le thème d'un des sujets du journal des territoires tout à l'heure. Les défenseurs de la dénomination pays catalan ont choisi de s'allier pour l'échéance contentieuse du 7 juillet. Et puis pour le Populaire du Centre, la région décolle aussi. C'est l'aéronautique. La semaine dernière, 70 entreprises de Nouvelle-Aquitaine ont présenté leur savoir-faire lors de ce grand rendez-vous international. Et le Populaire du Centre revient dessus. Voilà, sans transition, j'accueille les éditorialistes de la presse quotidienne régionale ce matin. Jefferson Desports de Sud-Ouest. Bonjour Jefferson. Bonjour Cyril. Avec nous. Philippe Martin de Région Magazine. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Et Gaëtan Bossard, responsable de l'édition départementale Hauts-de-Seine du Parisien. Bonjour, merci Gaëtan. Parisien est aussi un quotidien régional. Voilà, donc hier, l'écologiste François de Rugy a été élu président de cette assemblée inédite qui compte 7 groupes parlementaires et de nombreux néophytes. François de Rugy s'était rallié à En Marche au début de l'année après avoir participé à la primaire à gauche. La presse ce matin souligne que c'est un écolo sérieux et ambitieux qui arrive au perchoir, élu par 353 voix par ses pairs. Il avait déclaré sa candidature à la présidence de l'Assemblée nationale sur ce plateau, celui de Territoire d'Info, la semaine dernière, Jefferson Desports. Oui, Cyril vous l'a dit, il a été élu, mais ce qu'on peut retenir déjà de son premier discours de président de l'Assemblée nationale, ce sont ses premières flèches décochées en direction de Jean-Luc Mélenchon. Il l'a dit, l'Assemblée ne doit pas être un lieu de provocation ni d'anathème, ne doit pas être le théâtre des excès et des caricatures, ce sont ses mots, et ces mots visaient explicitement Jean-Luc Mélenchon, qui on le sait veut faire de l'Assemblée nationale, de cet hémicycle, une caisse de résonance pour mener son combat. Et cette mise en garde, cet avertissement avant l'heure était d'autant plus justifié que le leader de la France Insoumise s'est présenté sans cravate comme tous les autres députés de son groupe. Ils ne se sont pas non plus levés pour applaudir l'élection du nouveau président de l'Assemblée, ce qui est quand même le minimum syndical. Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon a annoncé la couleur, ce sera une législature de combat et il n'y a pas de petit profit. Maintenant, on est vraiment dans l'exercice de com, on va en parler sur ce plateau, mais le ton est déjà donné. Alors, il prône, François de Rugy, une atmosphère de travail constructive. Philippe Martin. D'abord, il y a une déception. François de Rugy devait être une femme, il faut le rappeler quand même. On nous parle de parité. Il y a deux formes de parité. Il y a la parité imposée où on met un homme, une femme pour faire joli. On peut et il y a dire la que parité... c'est le plus expérimenté aussi. Oui, peut-être. Mais enfin, on devait avoir un Premier ministre femme. On a eu M. Philippe. On devait avoir un président d'un groupe parlementaire REM. On a eu Richard Ferrand. On devait avoir un président de l'Assemblée nationale femme. Et on se retrouve avec François de Rugy. Et on voit que les commissions sont présidées par des hommes. Donc on est dans une parité affichée. C'est aussi de la communication, comme tu disais. Mais pas dans la parité réelle.
réel, et donc il y a quand même une forme de déception par rapport à ce qui avait été annoncé, avancé assez largement quand même. C'est le mythe du renouvellement, peut-être, aussi. Ça vous déçoit qu'il n'y ait pas assez de femmes, Gaëtane Bossard, dans cette nouvelle Assemblée ? Ça faisait partie des choses qui étaient mises en avant, en effet, pour marquer ce renouvellement. Et ça s'est passé pour les législatives. Mais... des femmes, il y en a, mais c'est les postes clés, au fond, qui sont C'est toujours, question. oui. Il y avait l'occasion de marquer un grand coup. Il y a 223 députés femmes qui sont arrivées dans l'hémicycle. Ça n'est jamais arrivé. On n'a jamais eu un hémicycle aussi féminisé. Le pouvoir, l'exécutif avait l'occasion de marquer un grand coup, d'installer pour la première fois une femme au perchoir. C'est pas le cas, mais on les sent bien quand même gênés aux entournures, puisque Richard Ferrand, hier, a annoncé que les principaux postes clés de l'Assemblée seraient remis en jeu à mi-mandat. Donc ça laisse complètement le temps à Emmanuel Macron et à son gouvernement de marquer cette première pierre. Est-ce qu'il y a quand même un nouveau style, François de Rugy ? Alors cette remise de mandat en jeu à mi-mandat, mais pas que pour la présidence de l'Assemblée nationale, aussi pour les présidences de commission, pour mais là tous les encore, postes au fond. Là encore, on est dans la volonté d'afficher ce renouvellement, mais comme le disaient Philippe et Gaëtane, on est encore dans l'affichage, le principe de réalité. Non, on est des choses concrètes. Remise à plat des notes de frais, de la retraite, de l'immunité parlementaire, c'est ce qu'a dit François de Rugy. C'est tout de même nouveau, ça. Oui, mais on est à la marge. Il y a quand même le travail en commission, et Philippe en dira sans doute un mot, mais le travail parlementaire, c'est aussi faire la loi. Les députés sont là pour ça, et avec autant de novices, on va peut-être toucher aussi une autre forme de limite lorsqu'il s'agira de travailler en commission, de préparer les textes, de batailler, d'argumenter. Surtout qu'on va attaquer très dur. La loi travail, c'est une loi importante. La loi sur la transparence de la vie politique, c'est une loi très importante en termes de déontologie. Des députés qui n'ont jamais siégé en commission vont découvrir ce que c'est que le travail en commission. On disait tout à l'heure, une jeune députée a déclaré qu'elle ne savait pas qu'il y avait des commissions. Donc on est quand même très très loin de la réalité de ce qu'est le travail parlementaire. Il y a même une forme d'irrespect, je trouve, par moment, par rapport à ce travail qui est réel. C'est peut-être une des raisons de l'élection de François de Rugy, quelqu'un d'expérimenté. Qui a été vice-président de l'Assemblée nationale et qui va tenter de... C'est pas non plus quelqu'un qui a une immense expérience parlementaire. Il n'y avait pas une différence de fond avec Barbara Pompili, par exemple, qui a également été secrétaire d'État, mais qui, encore une fois, qui était une femme. Donc je pense qu'on a raté quelque chose. Alors peut-être que c'est voulu, je ne sais pas, tout a l'air d'être tellement bien organisé, mais c'est quand même une déception. Et on vient d'en parler à l'instant, cette remise en cause à mi-mandat des postes. C'est quelque chose d'important, ça permet quoi d'éliminer ceux qui n'auront pas performé ? Moi, je viens d'une région, le nord de la France, où un président avait dit à un moment je démissionnerai à mi-mandat et je remettrai mon mandat en jeu, puis il ne l'a jamais fait finalement, donc j'attends de voir quand même, je suis assez perplexe là-dessus. Tu fais ça des sports ? Là-dessus, on verra. En tout cas, l'engagement est pris, et c'est bien la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est d'imposer ce renouvellement à tous les étages, mais on peut aller même plus loin. Aujourd'hui, les groupes de La République En Marche regardent au-delà de l'Assemblée, ils regardent déjà les municipales, c'est dans 3 ans, mais on voit peut-être des recompositions dans les exécutifs locaux. Philippe parlait de régions, on sait que dans les exécutifs locaux, certains socialistes pourraient créer des groupes La République En Marche d'ores et déjà pour préparer la suite. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas au bout de ce renouvellement, à la fois dans la pratique et sur le fond. Alors un petit mot sur le nouveau président de l'Assemblée nationale, fils d'enseignant, pro-européen, ancien adjoint de Jean-Marc Ayrault à la mairie de Nantes, et opposé au projet inutile et nuisible d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, disait-il. On va voir l'autopsie. Il y a eu un référendum. Le président de la République a dit qu'il en tiendrait compte, mais qu'en même temps, il allait rouvrir un débat. Il a nommé une commission d'experts, dont 2 écologistes, dont un qui est fortement opposé au projet depuis le début. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Il s'est donné 6 mois, je crois, pour y arriver. C'est sûr qu'entre les partisans, il y en a quelques-uns au sein du gouvernement, et les adversaires farouches. Et Nicolas Hulot qui navigue entre les deux, parce qu'il a dit qu'il était contre, mais il a aussi dit en même temps qu'il respecterait le vote démocratique. Ça ne servait à rien de faire un référendum pour s'asseoir dessus. Il faut rappeler qu'il est député de Loire-Atlantique, très concerné. Qui a voté quand même majoritairement, y compris la ville de Nantes, il faut toujours s'en souvenir. Même la ville de Nantes, qui est quand même une ville plutôt de gauche et plutôt écolo, a voté majoritairement pour Notre-Dame-des-Landes. Donc ce qui est incroyable, mais c'est la réalité. On revient à la couleur de cette assemblée, Jefferson des Sports. Elle n'est pas uniforme au fond. Cette groupe parlementaire, alors faut être clair, 308 députés pour La République En Marche, ils ont la majorité absolue, plus les 40 modems, il n'y aura pas de problème, plus les constructifs maintenant qui s'appellent les Républicains, UDI indépendants, LRQI, là ça va être un slogan qui promet, enfin en tout cas un style qui promet d'être assez détourné rapidement. Donc voilà, ils ont largement de quoi faire. Maintenant, l'opposition est plutôt sur les extrêmes, avec d'un côté, on l'a dit, le pôle de Jean-Luc Mélenchon, de l'autre, le Front National, on va voir comment il s'organise, et
on a vu aussi Manuel Valls rallier, siéger, trouver asile finalement dans ce groupe. Ça veut dire quoi Manuel Valls va être député apparenté La République En Marche. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que pour pouvoir siéger, être apparenté avec eux, ils ont voté à main levée. Donc c'est une nouvelle humiliation. Ils ont quand même, je ne refais pas le film, mais en tout cas là, ils se sont quand même prononcés à main levée pour savoir s'ils pouvaient venir avec eux. Bon, gentiment, ils l'ont accepté. Ça lui épargne le no man's land des non-inscrits et des indépendants, où on retrouvera notamment Olivier Falorni. Donc voilà, il a trouvé cet asile. On verra maintenant quel sera son rôle. Maintenant, il va être noyé dans la masse de ces 308 députés. On dit qu'il veut se placer comme un recours possible, Manuel Valls. Ouais, là pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est quand même quelqu'un qui a été élu sur le fil dans des conditions très tendues à Évry. Il a eu une campagne très compliquée aux législatives. Je crois que maintenant, même ses proches disent qu'il a enchaîné les choix contraires, les événements contraires depuis qu'il a quitté Matignon pour se lancer dans cette aventure qui s'est avéré être un échec complet, la primaire de la gauche. Donc avant de se considérer comme un retour, je crois qu'il a besoin de faire une vraie pause. Philippe Martin. Je pense qu'il va falloir distinguer deux choses. Il va y avoir le travail, effectivement, de l'Assemblée nationale, le vote de la loi, et il va y avoir du spectacle autour de ça, puisqu'on a des tribuns, ou soi-disant tribuns, on a des Mélenchon, des Le Pen, qui n'ont jamais été élus députés en plus, donc ils vont se manifester, on va les voir, je suppose, dès que ça va être filmé, aux questions du mercredi, etc. Mais il va bien falloir distinguer des choses, et c'est là que moi j'ai une inquiétude, parce que là, il faut vraiment quelqu'un qui ait du charisme. On a eu Philippe Séguin, on a eu Chaban-Delmas, on a eu même Jean-Louis Debré. Enfin, il faut vraiment quelqu'un qui ait du charisme pour maîtriser tout ça. François de Rugy n'a pas de charisme, donc vous pensez J'en sais rien, on va bien voir. Jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a rien qui ait permis de le démontrer. Donc je suppose que s'ils l'ont choisi, c'est qu'il y a des raisons. Mais là, ça va être compliqué, parce qu'encore une fois, on va devoir distinguer ce qui est vraiment le travail parlementaire, où on aura beaucoup de débutants, ce que tu disais, et puis ce qui va être, encore une fois, la communication. On a vu hier avec l'histoire des cravates, avec l'histoire de « je me lève pas pour applaudir mon adversaire ». Enfin, voilà, ça c'est du spectacle, c'est de la com, c'est je fais parler de moi, et ça va être compliqué de gérer les deux, au moins dans un premier temps. Alors, à cause de l'ordre alphabétique, François Ruffin... Il était à côté, oui. Oui, il était juste à côté du nouveau président, il ne s'est même pas levé, lui, Jefferson Desport. Non, mais c'est ce que disait Philippe, voilà, on est vraiment dans cette première provocation. Il n'y a pas de petit profit pour Jean-Luc Mélenchon, tout est bon à prendre, justement pour faire résonance et sortir le débat au maximum de l'Assemblée. De toute façon, pour l'exécutif, avec une telle majorité, le vrai lieu du pouvoir, ce sera d'abord l'Élysée. Allez expliquer après ça à des gamins qui font du sport collectif et qui ont 8 ans, que quand ils ont perdu, on applaudit son adversaire, éventuellement on lui fait même la haie d'honneur. Ça va être compliqué, c'est difficile après. Alors, vous avez vu, Gaëtane Bossart, le discours très offensif de Clémentine Autain, donc hier, donc de la France Insoumise, qui disait nous, on est là pour représenter nos électeurs, tout le reste, c'est du chichi, quoi, en gros. Oui, c'est le côté un peu brut de décoffrage, quoi. Ouais. On y va, on est cash, on fait pas, on minaude pas, voilà. C'est ce que... Député de Seine-Saint-Denis, c'est ça. C'est ce qu'ils veulent jouer. Ok. Marine Le Pen. Hier, on ne l'a pas vraiment beaucoup entendu, Philippe Martin, Jefferson Desport. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire, Marine Le Pen Je crois qu'elle aussi, elle sort quand même d'une législative. Elle avait hésité à se présenter aux législatives. Elle était sortie quand même épuisée physiquement de cette campagne présidentielle. Elle a aussi montré toutes ses limites lors du débat de l'entre-deux tours face à Emmanuel Macron. Je pense que ce débat... Mais hier, c'était une autre séquence. Oui, mais surtout ça lui a coûté très cher. Je pense que les marques, pour eux aussi, ils doivent prendre leurs marques. Moi, j'avais eu Gilbert Collard au téléphone il n'y a pas très longtemps pour Sud-Ouest Dimanche. Il le disait, leur stratégie, c'était de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. On est encore dans la volonté de faire la caisse de résonance, on va encore retomber dans la politique spectacle dont parlait Philippe à l'instant. Maintenant, le FN n'a pas pu faire un groupe parlementaire, donc en termes d'expression, ce sera quand même plus compliqué pour eux, en termes de moyens aussi. Donc là, il y a quand même, ils doivent aussi, eux, s'organiser, prendre leur marque, c'est peut-être encore un peu tôt pour elles. Après, il ne faut pas oublier qu'elle a une vraie expérience, à la fois d'élu régional, elle siège en région Nord-Pas-de-Calais, maintenant Hauts-de-France, depuis plus de 15 ans. Elle est parlementaire européenne, elle ne siège pas très souvent, mais elle a déjà pris la parole devant l'hémicycle, c'est déjà beaucoup mieux que Jean-Luc Mélenchon, qui lui n'a jamais été élu. Donc je pense que petit à petit, l'expérience va... Mais là, ils étaient plutôt, j'ai trouvé, moi, dans l'humilité par rapport à l'espèce d'étalage de com de l'autre bord, de l'extrême. Alors des chantiers importants à l'Assemblée nationale, d'autres chantiers pour vous, Philippe Martin d'ailleurs, Région Magazine, les chantiers du président au niveau des territoires, fiscalité, fusion des collectivités, Notre-Dame-des-Landes, on vient d'en parler. Donc c'est important là. Alors, il y a deux chantiers qui sont des vrais chantiers matériels. C'est Notre-Dame-des-Landes, on en a parlé, et il y a le canal Seine-Nord qui est un petit peu engagé, qui est un chantier extrêmement important pour, je dirais, toute la région qui part des Hauts-de-France jusqu'à Paris et vers la Normandie, avec un Premier ministre qui était un adversaire farouche du canal Seine-Nord. Édouard Philippe, il a toujours dit qu'il était contre, que ça ne servait à rien, parce que pour les Normands, c'est une façon de déforcer les ports normands. Donc ça va être compliqué.
Après, oui, il y a la poursuite de la décentralisation, il y a la diminution des dotations de l'État, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis, il y a toute cette réforme autour de on supprime un quart des départements. Je suppose qu'on va en parler peut-être avec Dominique Bussereau, puisque il est question, enfin c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, de fusionner les départements qui ont de grandes métropoles, comme ça c'est fait à Lyon. Sauf que Lyon, ça reste pour l'instant un cas unique. Je trouve que le ministre en charge de ça, c'est Gérard Collomb, c'est le président de la métropole de Lyon et le maire de Lyon. Donc on peut imaginer qu'ils vont essayer d'avancer dans ce secteur-là, oui. Et vous l'avez dit, c'est Dominique Bussereau, notre invité, qui est président évidemment de l'Assemblée des départements de France. Absolument. Donc on va le parler. Et puis, à quelques mois du passage à la collectivité unique et du scrutin régional, un dossier sur la Corse spéciale que vous faites. Alors c'est un vrai tournant pour la Corse, mais pour deux raisons. D'abord parce qu'au 1er janvier 2018, il y aura effectivement une fusion des 3 collectivités. Donc ce qui était avant l'espèce de région de Corse, en fait, c'était une collectivité territoriale et les 2 départements de Haute-Corse et de Corse du Sud. Donc ça, c'est acquis, c'est voté. Au 1er janvier, il n'y a plus qu'une collectivité. Et puis il y a l'élection au mois de décembre, puisque les autonomistes, les nationalistes qui avaient été élus il y a 2 ans ont accepté de remettre leur mandat en jeu. Donc Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni. Et donc ils repassent devant les électeurs. Compte tenu des résultats des législatives où 3 députés nationalistes ont été élus, ce qui n'était jamais arrivé évidemment, on peut penser qu'ils ont des chances de repasser. Donc c'est un vrai tournant important pour l'histoire de l'île. Alors on en profite pour présenter un peu ce qu'est la Corse et aller très au-delà de ça en essayant de donner une grande claque à plein d'idées reçues sur la Corse. De la Corse aux Hauts-de-Seine. Gaëtan Bossart, le Parisien, responsable de l'édition des Hauts-de-Seine. Alors, le droit de saisine, c'est la possibilité qu'offrent certaines villes à leurs habitants de saisir directement le conseil municipal sur une question qui les préoccupe. Alors, dans le 92, l'exemple, c'est Malakoff, pour vous, qui vote cette nouveauté ce soir. Formidable pour les citoyens. Oui, il y a quelques conditions. Il faut être âgé de plus de 15 ans. Il faut soumettre une question qui soit de la compétence municipale, aménagement du territoire, sécurité, propreté, etc. Et il faut pétitionner et avoir, pour le cas de Malakoff, au moins 500 personnes ralliées à votre cause. Démocratie citoyenne. Voilà, c'est ça. La vraie, l'application dans les conseils municipaux. Donc la pétition est examinée par une commission qui doit, dans les 3 mois, l'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, et ce qui permet donc aux citoyens de poser directement la question. Il y a beaucoup de pétitions qui se multiplient sur les plateformes, les change.org, etc. Mais voilà, ça pétitionne, il y a parfois des milliers de signataires, mais ça n'aboutit pas. Là, c'est moyen de forcer un peu le barrage du... C'est quoi? C'est des sujets, propreté, tapage nocturne, des sujets très, de préoccupation quotidienne qui arrivent là, pour ce type de demande? Oui, alors... C'est tout neuf, là, ça se met en place. Il y a peu de villes qui l'ont fait, mais en général, ce sont des choses locales, puisque voilà, c'est la vie des gens, c'est réclamer un aménagement pour les enfants dans un parc, une rue piétonne, protester. Il y a beaucoup dossiers de protestation. Paris a lancé ça il y a peu de temps également, et a mis carrément une plateforme en ligne pour pouvoir ouvrir sa pétition. Et il y a des pétitions très locales pour le maintien de l'épicerie machin, pour plus de poubelles dans le parc truc. Et il y a aussi une pétition qui tourne plus et qui a beaucoup de signataires. Alors à Paris, il faut 5000 signataires, c'est un peu plus, sur le cas des mineurs étrangers isolés qui sont dans les rues de la capitale, les enfants étrangers, etc., pour une prise en charge de ces enfants. Ça ne peut pas gêner les maires plutôt que les aider à gérer? C'est les maires qui le mettent en place. Donc, mais justement, il n'y aura pas un retour de flamme possible Ils ne sont pas très inquiets. Ils sont pas très inquiets. En fait, c'est une demande qui remonte en général dans les conseils de quartier, la population, etc., de participer davantage et de pouvoir davantage intervenir. Dans les faits, ceux qui ont lancé ça il y a quelques années, on a notre cas dans les Hauts-de-Seine, il y a eu 3 ou 4 saisines. C'est pas beaucoup, parce qu'il faut mobiliser suffisamment de monde et il faut que le sujet soit de la compétence municipale, ce qui n'est pas toujours le cas. Merci Gaëtan Bossart, donc édition Hauts-de-Seine du Parisien. Ces Apidans qui auront leur mot à dire en conseil municipal dorénavant. Merci Jefferson des Sports de Sud-Ouest. On vous retrouve vendredi à Bordeaux avec Alain Juppé en direct de cette matinale d'info. Merci Philippe d'être venu ce matin. Région Magazine, on a vu vos 2 numéros. On passe à la météo des territoires. Philippe Martin, le temps qu'il fait en France aujourd'hui et dans les départements français d'outre-mer. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes, c'est Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, qui est notre invité politique. Mais tout de suite, le Zappélisé, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Un bon gouvernement, il y aurait plus de républicains. Alors moi, je comprends strictement rien, parce que les républicains qui vont au gouvernement, vous les engueulez. Plus de républicains dans le cadre d'un contrat de gouvernement. Une partie de ma vie politique s'achève. Je quitte le Parti Socialiste ou le Parti Socialiste me quitte. C'est terrible ce que vous dites, ça veut dire que vous êtes en pleine confusion mentale. Au moins, attendez, monsieur Woerth, on va pas être si désagréable dès le matin. Je constate avec beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse ce qu'est devenu le Parti Socialiste. Maintenant, moi je souhaite qu'une seule chose, c'est la réussite du quinquennat et la réussite de la France. Est-ce que vous l'appelez à venir travailler avec vous ? Non, d'abord, je pense qu'il n'en a pas l'intention. Et deuxièmement, je crois qu'il tire la conséquence logique des désaccords qui existaient à l'intérieur du Parti Socialiste. Ils sont 3 en lice pour le perchoir. Un homme, 2 femmes. Brigitte Bourguignon, députée du Pas-de-Calais. On parle du 4e personnage de l'État. Et si les 3 premiers sont des hommes, je pense qu'il est légitime que le 4e soit une femme. Plus connu, François de Rugy, élu député depuis 10 ans. L'écologiste est devenu vice-président de l'Assemblée en 2016. Je déclare ouverte la 15e législature de l'Assemblée nationale. Nous allons donner de la voix, on a tout un groupe pour donner de la voix, pour par exemple nous ériger contre la loi travail, qui va être un des premiers grands chantiers du gouvernement. François de Rugy a été élu président de l'Assemblée nationale. L'ancien député écologiste passé à La République En Marche a obtenu 353 voix. On veut désormais des propositions claires, des confrontations sur des idées, pas sur des postures. Pour notre part, nous serons là-dedans, évidemment. Cet hémicycle ne doit donc pas être un lieu de provocation et d'anathème, un théâtre d'excès et de caricatures. Il n'y a qu'un code que je ne respecterai pas, c'est le code vestimentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des sans-culottes, maintenant il y aura des sans-cravates. Les députés de la France insoumise, sans cravate, théoriquement obligatoire, ou encore une néophyte en veste de jean. Les engagements pris par le président de la République ne seront pas tenus. Il s'était engagé pendant la campagne présidentielle à ce que le Premier ministre soit une femme. Il s'était engagé ensuite à ce que le perchoir soit occupé par une femme. Dans les deux cas, les promesses n'auront tenu que le temps de la campagne. J'ai pris un engagement, de même que Richard Ferrand, président du groupe. Nous avons dit que nous remettions notre mandat en jeu à mi-mandat, ce qui ne s'est jamais produit, pour que l'on puisse permettre, ce sera l'occasion, en tout cas nous le souhaitons, de promouvoir des femmes à des postes de responsabilité. Jean-Pierre Raffarin a décidé de quitter la vie politique. Je renonce aux 3 ans de mandat qu'il me reste à accomplir au Sénat, car le moment est pertinent. Je lui souhaite bon vent pour prendre une raffarinade. Les raffarinades sans doute vont nous manquer, mais on a besoin de renouvellement. Je cesse la vie élective, mais je reste un homme politique. On n'abandonne pas sa nature, donc je continuerai à dire ce que je pense et à servir les causes dont le pays a besoin. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique ce matin de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Dominique Bussereau. Bonjour Dominique Bussereau, merci d'être présent. Vous êtes président LR du département de la Charente-Maritime et de l'Assemblée des départements de France, l'ADF. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles. Dominique Bussereau, n'est-ce pas le signe d'une vraie modernité et d'un renouveau, cette remise en question qui a été décidée hier des postes à mi-mandat, comme celui de président de l'Assemblée nationale, mais aussi les présidences de commission? Il faut d'abord que ça se fasse. C'est-à-dire que je souhaite que dans 2 ans... Vous êtes dubitatif? Vous savez, quand on est à l'hôtel de l'AC, qui est une des plus belles demeures politiques... Il faut rappeler que c'est la résidence du président de l'Assemblée nationale. De la République, on a certainement un peu de mal à la quitter. Donc j'espère que François de Rugy, pour lequel j'ai beaucoup d'amitié à titre personnel, tiendra cet engagement. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, ça ne se fait pas qu'au sommet de l'État. Mais l'idée d'un renouvellement permanent pour des actions politiques qui doivent s'inscrire dans le long terme, il n'y a pas quelque chose de dangereux? Si vous voulez, la présidence de l'Assemblée, honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Que les débats soient présidés par tel ou tel, que le travail parlementaire soit organisé dans le bureau de l'Assemblée, dans la conférence des présidents par tel ou tel président, honnêtement, ça ne change pas la face du monde. Idem pour les questeurs, idem pour le bureau de l'Assemblée.
Idem pour les présidences de groupe. Ça serait plus ennuyeux si ça se passait de manière systématique au gouvernement, même si M. Ferrand a déjà donné le signal du tohu-bohu. Alors justement, à propos de Richard Ferrand, le Canard enchaîné révèle ce matin que la compagne de Richard Ferrand aurait été rémunérée par les mutuelles de Bretagne alors qu'elle était étudiante. Rien d'illégal, mais bon, se pose la question de la moralité. Est-ce que Richard Ferrand peut rester à la tête du groupe alors que chaque semaine, il y a comme ça de petites affaires qui sortent? Est-ce que ça n'entache pas quand même ce quinquennat? Il n'est plus ministre, mais bon, il a perdu son poste à cause de ça. Écoutez, moi j'ai plutôt de la sympathie aussi pour Richard Ferrand. Je l'avais vu d'ailleurs en tant que président des départements de France dans ses fonctions de ministre de la cohésion territoriale. Je l'avais trouvé au fait des sujets de l'aménagement du territoire. Voilà, il a été... C'est vrai que quand on est ministre qu'un mois et qu'on ne l'est plus, c'est arrivé à d'autres également, c'est pas quelque chose de positif dans son image ou même, je pense, dans sa réflexion personnelle. La présidence du groupe majoritaire, avec un groupe aussi important, c'est un vrai job, c'est même plus compliqué qu'un job de ministre. On verra ce que la justice décide. En tout cas, je lui souhaite bien du plaisir, parce que quand on voit l'hétérogénéité du groupe En Marche, hétérogénéité sympathique par ailleurs, s'il y a des gens nouveaux, des jeunes, des gens très, très, très différents, c'est un boulot politique qui, à mon avis, est aussi compliqué que d'être ministre, et même peut-être aussi compliqué que d'être Premier ministre. Dominique Bussereau, la Cour des comptes anticipe un dérapage du déficit budgétaire. Pour 2017, on parle d'un trou de 9 milliards d'euros. Le gouvernement a déclaré ne pas vouloir augmenter les impôts, donc ça signifie économie. Bruno Le Maire commence à annoncer un peu la couleur en disant qu'il faut trouver 4 ou 5 milliards, en demandant un effort à tout le monde et aussi aux collectivités locales. Est-ce que ça signifie que les départements vont aussi mettre la main à la poche pour compenser ? Deux remarques. La première, ça veut dire que les prévisions et l'exécution budgétaire du gouvernement précédent étaient fallacieuses, que M. Sapin nous a raconté, nous a parlé en langue de bois, ce qui est normal. Deuxièmement, on a déjà... C'est-à-dire on a menti sur le... Ah bah oui, on le savait, on n'a pas arrêté, nous, l'opposition, de le dire. Alors certains avec une véhémence, d'autres avec toute leur expertise, comme Gilles Carrez, le président de la Commission des Finances sortant de l'Assemblée nationale. Voilà, on l'a dit que les prévisions budgétaires n'étaient pas... Et puis on voyait bien qu'il y avait des tas de mesures un peu démagogues qui étaient adoptées avant l'élection présidentielle et que tout ça aurait un prix. Alors quelles conséquences pour les collectivités ? Pour répondre à votre question, les collectivités locales, ça fait déjà 3 ans qu'elles sont soumises à une baisse de la DGF. Quand je dis collectivités locales, ce sont les communes, les intercommunalités, les départements et les régions. En plus, dans le cadre des départements, l'État ne nous paye pas ce qu'il nous doit pour le RSA, dont la facture augmente, pour l'APA pour les personnes âgées, pour la prestation de compensation du handicap. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir indéfiniment ces baisses de ressources. Donc le président de la République a promis une conférence territoriale avec les grandes associations d'élus. Elle est annoncée pour ce mois de juillet, sans que nous en connaissions. Mais vous en avez parlé avec Édouard Philippe ? J'en ai parlé avec Édouard Philippe. Nous voyons le président de la République dans quelques jours. On fait la tournée actuellement, comme toutes les grandes associations d'élus, la tournée entre guillemets des membres du gouvernement pour évoquer tous les sujets que nous souhaitons traiter avec eux. On ne peut pas à la fois demander aux collectivités de payer à la place de l'État. Vous allez avoir un exemple, samedi et dimanche, grand flonflon, nous allons inaugurer les lignes à grande vitesse, et j'en suis très heureux, j'ai beaucoup travaillé pour ça, Tours-Bordeaux et Le Mans-Rennes, c'est savoir que les collectivités locales en ont payé un tiers, et que l'État n'est même pas capable de payer sa part, il l'a fait avancer par SNCF Réseau. Donc vous voyez, on ne peut pas demander aux collectivités locales de payer des tas de choses à la place de l'État, plus continuer à diminuer ce qu'on leur doit. Et l'idée de regrouper des départements là où il y a des métropoles, ou éventuellement de les fusionner, c'était dans le programme du candidat Oui, on Macron. en a parlé avec Emmanuel Macron, qui est venu devant l'ADF à l'Assemblée nationale le 8 mars. On lui a dit qu'on souhaitait que quand des départements voulaient fusionner, que ça puisse se faire sans passer par la loi, sans venir ici au Sénat ou à l'Assemblée. Par exemple, les Hauts-de-Seine et les Yvelines y réfléchissent, les Deux-Savoie. Donc on met de la souplesse dans tout ça. Si dans le cas de certaines métropoles, où la métropole et le département ont quasiment des territoires qui se recoupent à l'identique, avec la volonté commune de la métropole et du département, les choses peuvent se faire, pourquoi pas. Mais comme la dernière loi sur le statut de Paris a été l'occasion de créer des métropoles à tout va, dans des villes qui n'ont absolument rien de métropolitain, il faudra qu'à un moment les choses s'arrêtent. Mais le président a été clair, il nous a parlé de volontaires et de projets bâtis en commun.
on est prêt à les examiner au cas par cas. C'est Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, qui est l'invité de la matinale d'Info ce matin. Dominique Bussereau, vous êtes un ex-giscardien. Toujours. Toujours. Giscard est en vie, est en pleine forme. Absolument. Enfin, vous avez appartenu au mouvement des jeunes giscardiens. Vous étiez un des leaders. Si vous étiez député aujourd'hui, on peut imaginer que vous siégeriez avec les Républicains constructifs de Thierry Solaire ou pas ? Oui, c'est évident. Si je m'étais représenté à l'Assemblée nationale et si j'avais été réélu, il est évident que je siégerais dans le groupe que président aujourd'hui Franck Riester et Stéphane Demilly, parce que je ne suis pas dans un état d'esprit d'opposition systématique, et comme l'ont été certains, et comme nous l'avons d'ailleurs trop été de manière un peu caricaturale, y compris pendant le quinquennat de François Hollande. Ce matin, au Conseil des ministres, il y a le projet de loi d'habilitation des ordonnances. Des ordonnances pour la réforme de la loi travail. Ça, c'est un projet que vous approuvez, j'imagine, sur le fond, vous attendez de voir le contenu, mais sur la méthode, les ordonnances, vous dites qu'il ne faut pas perdre de temps. Les ordonnances, ça s'est toujours fait dans la Ve République, quels que soient les gouvernements. Tous ceux qui les ont critiqués en ont fait après. Ceux qui ont dit qu'ils en feraient peu en ont fait beaucoup. C'est un moyen d'aller vite. C'est vrai que le Parlement, il est élu très tard dans l'année, fin du mois de juin, début des vacances, pause estivale, ensuite ça reprend au mois de septembre, il y a des élections sénatoriales dès le 24 septembre. Donc accélérer un peu le calendrier parlementaire par le biais des ordonnances, ça me paraît tout à fait légitime. Et sur la méthode du gouvernement avec les syndicats, parce que même si la loi travail est présentée en Conseil des ministres, les contours en sont encore flous. La CGT appelle déjà à manifester le 12 septembre prochain. Est-ce que vous pensez quand même que là, il pilote correctement le navire ? D'abord, si la CGT n'appelait pas à manifester, ça ne serait plus la CGT. Oui. Le 12 septembre, c'est déjà un progrès. Elle aurait pu le faire le 12 juillet. Je pense qu'il y a eu... Non, mais fondamentalement, vous demande votre avis, comme à d'autres politiques, alors qu'on ne sait pas intrinsèquement ce qu'il y a encore dans le projet de loi. On ne sait pas ce qu'il y a encore dans le projet de loi, c'est clair. On ne connaît pas le contenu réel des discussions entre les organisations syndicales. C'est-à-dire, par exemple, philosophiquement, sur le contrat de projet, ce contrat qui est entre le CDD et le CDI, vous êtes pour ? Vous dites qu'il faut l'attendre ? Je suis pour toutes les souplesses. Je suis pour toutes les souplesses. Je vois bien quand on essaye de sortir, nous les départements, des gens du RSA. C'est très difficile de passer du RSA au CDI, malgré tous les efforts que nous faisons d'insertion sur le terrain. Donc avoir des formules intermédiaires qui permettent de sortir les gens de la précarité et de rentrer à nouveau dans le monde du travail et du salariat, tout ça me paraît plutôt astucieux, mais je ne suis pas parlementaire, donc je n'aurais pas à me prononcer sur ces mesures. Autre sujet d'actualité, sujet de société, à la demande du président de la République, le comité d'éthique s'est penché sur le sujet PMA. Et il n'est pas contre la PMA pour les couples de femmes homosexuelles et de femmes célibataires. Vous seriez favorable à une réforme de ce type ? Je pense que c'est une proposition sage. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je ne la critique pas. Je pense qu'on peut en effet ouvrir la PMA comme le propose le comité d'éthique. Mais est-ce que c'est pas la porte ouverte à la gestation pour autrui, la fameuse GPA ? Écoutez, elle existe déjà. Elle existe déjà. Des enfants se font dans le monde entier pour des couples français de même sexe. Donc éthiquement, il n'y a rien qui vous chiffonne. Si, éthiquement, il y a des choses qui me chiffonnent, mais je veux dire, il faut tenir compte de la réalité. Il y a une réalité de couples de femmes et d'hommes qui ont déjà adopté des enfants qui ont été conçus par des mères sur des sols étrangers, y compris dans des grands pays développés. C'est pas uniquement dans le monde pauvre d'Afrique ou d'Asie. Il faut tenir compte de tout cela, et je pense que le fait de consulter le comité d'éthique est une bonne chose. Et il faut arrêter de gesticuler à la manière de Sens commun sur tous ces sujets. C'est pas un sujet pour la droite, justement. C'est pas un combat pour la droite. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. Rien à voir. Donald Trump invité pour les cérémonies du 14 juillet. Il va faire des tweets à Paris. Pour vous, c'est de la com ou c'est une bonne idée politiquement ? Écoutez, tout ce qui peut renforcer l'Alliance Atlantique, l'OTAN et la réponse commune aux menaces de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, etc., va dans le bon sens. Donald Trump à la tribune, regardant passer la Légion et tweetant sur leur képi, ça manquera pas de sel. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne veuille pas monter sur un cheval de la garde républicaine avec un chapeau et un pistolet. Mais si tout se passe bien, c'est plutôt sympathique et c'est plutôt à l'honneur de la France d'accueillir le 14 juillet. Je préfère ça que lorsque j'étais ministre du gouvernement de M. Sarkozy et que j'ai dû assister sur la tribune le 14 juillet avec le président syrien. Je préfère le président américain, quelle que soit
un certain nombre de ses défauts personnels au président syrien. Vous réjouissez pas trop vite, il n'a pas dit oui encore. Hein. Oui, mais s'il disait oui, ça serait... Mais le fait de l'inviter, c'est aussi la manière habile de monsieur le président de la République, d'Emmanuel Macron, de communiquer. Voilà, s'il avait invité le prince du Liechtenstein, il aurait évidemment eu moins de reprises. Vous êtes plutôt satisfait des premiers pas d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée même d'instaurer un congrès on parle toujours de la date du 3 juillet, avant le discours de politique générale du 4 juillet. À quoi sert finalement Édouard Philippe? Écoutez, c'est Nicolas Sarkozy qui a introduit à juste titre dans la Constitution la possibilité pour le chef de l'État d'aller s'exprimer devant le Congrès. Oui, mais pas la veille du discours voilà. Nous l'avons fait dans des circonstances dramatiques, puisque François Hollande est venu s'exprimer à quelques jours des attentats du Bataclan et des attentats parisiens. Et c'était important. Ce moment politique était très important, très émouvant, très grave. Le fait que le président s'exprime en début de mandat, je trouve ça plutôt pas mal, parce que préciser un peu, faire la veille du discours de politique Premier ministre, c'est pas encore officiel d'ailleurs. C'est pas terrible. D'ailleurs, ce matin, vos confrères de la presse écrite commencent à dire que des dates un peu plus lointaines en juillet pourraient être choisies. Je pense que ce serait mieux et que ça montrerait un meilleur fonctionnement du couple exécutif que le jour et le lendemain, ce qui d'ailleurs en termes médiatiques, pour vous, ferait qu'on dirait la même chose pendant 2 jours, alors qu'il peut y avoir deux phases d'expression politique du président et du Premier ministre. Dominique Bussereau, vous parliez tout à l'heure d'un Twitter maniaque. Jean-Pierre Raffarin a annoncé qu'il quittait la vie politique élective. Et hier, vous avez fait un tweet, vous. 35 000 impressions, vous avez fait avec ce tweet. J'ai quitté l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Raffarin quitte le Sénat, mais les vieilles canailles sont toujours dans le coup. Les vieilles canailles, c'est parce que Jean-Pierre Raffarin, chacun le sait, est un fan de Johnny. C'est d'ailleurs un de nos grands sujets, parce que moi je suis un peu moins fan de Johnny et plutôt fan de Dutronc. Et tous les deux on aime bien Eddie Mitchell. Donc voilà, les vieilles canailles sont réunies. Non, je salue la décision de Jean-Pierre Raffarin, même si elle m'a causé un peu de tristesse. Nous en avons parlé ensemble, parce que c'est un moment... C'était une idée qui mûrissait déjà depuis longtemps. Oui, bien sûr. Mais quelles sont les raisons profondes? C'est vraiment Vous savez, il y a d'abord, je le précise, parce que vos confrères de la presse écrite n'ont pas toujours été très précis. Il ne quitte pas la vie politique. Non, j'ai dit la vie politique élective. Voilà, il quitte la vie politique. Il va fonder une ONG. Il quitte le Sénat, dans cette maison où il siège. Il aurait pu encore siéger 3 ans. Mais je pense qu'il sera toujours dans la vie politique de notre famille politique, qui s'exprimera devant les médias quand il ne sera convié. Et puis il va créer une ONG pour la paix. On parlait juste tout à l'heure du défilé du 14 juillet. C'est vrai que les risques, les bruits de bottes, ils sont importants dans le monde. Il va continuer de s'occuper beaucoup de son engagement en faveur de la relation entre la Chine et l'Europe. Voilà, je pense que Jean-Pierre Raffarin sera toujours dans la vie publique. Il avait décidé de ne pas passer l'âge 7. Moi, c'est là j'ai la même décision. J'aurai en fin de mandat, dans 4 ans, je serai à la limite de l'âge 7. Et je pense que c'est bien d'arrêter avant l'âge 7. Quand je voyais hier le doyen de l'Assemblée, j'ai beaucoup d'amitié pour Bernard Brochant, qui était un type formidable, mais s'exprimer du haut de ses 79 ans face à ces garçons et filles de 23-24 ans, c'est vrai que quelque part, il y avait un décalage qui n'était pas génial. Quel avenir pour les Républicains sans des personnalités comme Jean-Pierre Raffarin, qui arrondissait les angles, qui tentait d'apaiser les conflits? Si les Républicains voulaient partir sur la droitisation à toute berzingue... Vous pensez qu'il y aura une scission des Républicains? Nous n'en serions plus. Où les Républicains sont capables de faire ce qu'était l'UMP voulu par Chirac, c'est-à-dire les centristes, les libéraux, les radicaux, les gaullistes, les européens, les moins européens, les décentralisateurs, les moins décentralisateurs, on y a tous notre place. Si quelque part on veut en faire une citadelle autour de la cathédrale du Puy, vous pensez à Laurent Wauquiez, pour que ce soit clair pour les auditeurs? Oui, enfin pour ceux qui connaissent la géographie, le Puy est en Haute-Loire. C'est pas exactement notre tasse de thé, mais on va voir comment les choses se présentent. C'est la fin d'une ère pour vous? Si vous voulez, la défaite de Nicolas Sarkozy après un quinquennat où il avait réussi à sauver beaucoup de choses en 2008 et 2009 était liée à une forme de droitisation. La campagne de François Fillon, en dehors de ses avatars, a connu les mêmes défauts. Quand on va trop à droite, on permet au centre de gagner, ce qui vient de se passer avec Emmanuel Macron et ce qui s'était passé avec la social-démocratie et François Hollande en 2012. Merci Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, qui était l'invité de cette matinale d'info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà, Dominique Bussereau quitte ce plateau. Le président de l'Assemblée des départements de France et président LR du département de la Charente-Maritime était notre invité. Et j'accueille Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Denis. Et Denis Jambard,
Denis ce matin et de bonjour, Radio. Cyril, Bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Denis, merci d'être avec nous. Alors, est-ce le signe d'un renouveau ? Est-ce le signe d'une modernité, cette remise en question qui a été décidée hier des postes clés à mi-mandat de l'Assemblée nationale, la présidence de l'Assemblée nationale, mais aussi les présidences de commission, la question, tout ce qui va, au fond, influencer cette législature? Écoutez, moi, ça me choque. Est-ce que c'est bien? Ça me choque pas vraiment. Je trouve que on s'est installé un peu trop dans les postes de la République. Ça ne veut pas dire que les gens qui succéderont à ceux qui s'installent aujourd'hui ne seront pas compétents. Ils auront eu le temps de faire un apprentissage. Non, moi je trouve, enfin, j'y vois pas une grande révolution. J'y vois Alors, plutôt. Dominique Bussereau, il croit moyennement. Vous avez vu, il dit quand on est à l'hôtel de la C, on a des difficultés. Ah oui, non, mais là il s'agit d'Éric de Rugy, bien sûr. François de Rugy. François de Rugy. Oui, là naturellement, on parle des ordres de la République, on parle pas du travail parlementaire. Mais François de Rugy, lui, l'a assumé à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est pas prévu par la Constitution, il faut quand même le dire, mais c'est prévu dans un vieux règlement de l'Assemblée nationale. On voit bien quand même qu'il y a une volonté, je dirais, médiatique de bousculer tous les usages. C'est de la com quand même, ça reste de la com. Après, est-ce que ça modifie profondément les choses? Je crois pas. Le renouveau est en marche, Yves Tréhard? Le vrai renouveau, il n'est pas tellement dans ces mesures qui relèvent un peu du gadget quand même. Le vrai renouveau, c'est de voir qu'on est dans une nouvelle phase avec de nouveaux visages, surtout. Vous voyez Jean-Pierre Raffarin qui décide de ne plus avoir de mandat électoral. Énormément quand même de nouvelles têtes à l'Assemblée nationale. C'est ça qui me paraît être de nature à nous... à montrer qu'on entre dans une nouvelle ère. Maintenant, ce qu'il faut impérativement, c'est que je vous rappelle que quand même la France a été immobile sur le plan politique depuis de nombreuses années. Il faut maintenant que les réformes puissent avancer. Il faut que la France montre sa capacité à pouvoir marcher d'un même pas, c'est-à-dire, même quand on n'est pas d'accord, à dialoguer pour arriver à un consensus de réforme sur des sujets qui sont aussi importants que le droit du travail, la fiscalité, l'école. Voilà, c'est là-dessus qu'on attend les Français. Je pense qu'on attend que les Français attendent leur personnel politique, qu'il soit de droite, de gauche. Et s'ils ont choisi de quand même un grand coup de balai, parce que là, le cimetière se remplit à grands pas, et de faire d'élire toutes ces personnes nouvelles en politique, c'est parce qu'ils en avaient la volonté, ils en avaient le désir, ils en avaient l'aspiration, parce qu'ils en avaient marre de voir toujours les mêmes qui répètent toujours la même chose, mais qui ne changent rien. Oui, pour poursuivre le raisonnement, et après je vais faire du Tréhard. C'est pour montrer en effet aussi cette décision, c'est que on change, on s'installe pas dans le pouvoir, on renouvelle les gens en permanence, etc. Ce qui est le contraire des habitudes passées. Oui, je veux faire du Tréhard parce que Yves, depuis 2 jours, ne s'attache pas aux hommes dans sa chronique à la radio. Il nous décrit le changement politique. Et c'est vrai que peut-être c'est incroyable ce qui se passe. Les Verts, ils ont disparu. Alors, François de Rugy. J'ai connu un Éric de Rugy, c'est pour ça. François de Rugy. Certes, c'est un ancien vert écologiste, mais il n'y a plus d'écologistes à l'Assemblée nationale. Le Parti communiste, personne ne l'a remarqué, sauf Yves Tréhard, expert avisé, va changer de nom. Vous vous rendez compte? Le Parti communiste va changer de nom. Le Parti socialiste ne s'appelle plus le Parti socialiste à l'Assemblée nationale. Bref, nous vivons une révolution dans la vie politique. Ça ne veut pas dire que l'ordre ancien, sous la confrontation droite-gauche, ne reverra pas le jour. Je ne mettrai pas ma main au feu que ça ait disparu. Mais quand même, c'est un pan de notre histoire politique qui est en train de passer à la trappe. C'est une grande lessive. On rappelle que donc François de Rugy, 43 ans, député de Loire-Atlantique. François de Rugy, oui. François de Rugy, 43 ans, député de Loire-Atlantique, a été élu hier. Donc c'est un écologiste quand même à la tête de l'Assemblée nationale. C'est pas rien. Oui. C'est pas rien. Non, mais ça n'est pas rien. Mais enfin, il a pu la marque verte, écologique. Autre chose. Dans le dos. Il est pour la fin de l'ISF. Autre chose, Denis Jean, notre invité ce matin, Dominique Bussereau, ex-giscardien, toujours, il l'a dit
dit d'ailleurs, il a marqué les choses quand je lui ai posé la question, il est toujours giscardien, siégerait lui chez les Républicains constructifs de Thierry Solère. Un autre groupe qui vient de naître aussi, qui fait partie du renouveau, c'est Républicains constructifs. Non mais ça, le choix qu'il ferait n'est pas surprenant, parce que d'une certaine manière, faut lui rendre hommage, c'est l'esprit du giscardisme qui souffle aujourd'hui sur le pays. On va rappeler 2 Français sur 3, certes le livre est de 1984, mais il l'évoquait déjà dans Démocratie française. Il y avait cette volonté de gouverner, non pas au centre, mais de manière centrale dans le pays, et d'essayer de faire travailler ensemble des gens d'horizons divers, mais qui avaient des points de vue qui pouvaient se rejoindre. C'était pas possible dans les années 70, parce qu'on était dans un affrontement idéologique encore très brutal. C'est encore la période de la guerre froide, des 2 blocs, un parti communiste qui était à 20% dans le pays. Aujourd'hui, c'est possible, et on comprend que quelqu'un qui revendique son giscardisme soutiennent cette démarche-là aujourd'hui. Sur plusieurs sujets, d'ailleurs, ce matin, on a vu un Dominique Bussereau, au fond très proche d'Emmanuel Macron. Oui, mais c'est pas très surprenant, parce que là, pour le coup, il est dans la continuité, dans une logique qui est la sienne, celle de Dominique Bussereau, qui est effectivement centriste de la première heure, giscardien, tout comme Jean-Pierre Raffarin, d'ailleurs. Hein. C'est son analyse de l'évolution de la droite, d'ailleurs, Dominique Bussereau. Bon, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est est-ce que Emmanuel Macron va réussir ce qu'a n'a pas réussi finalement, Valéry Giscard d'Estaing, parce que c'est le 2e président centriste de l'histoire de la Ve République. Giscard d'Estaing avait commencé avec des réformes très importantes, qui étaient des réformes d'ailleurs plutôt de qualité, d'ordre sociétal, comme on dit aujourd'hui. On va voir si Macron arrive sur des réformes. On l'attend d'abord sur des réformes économiques, s'il y arrive. Mais à ce moment-là, ça serait vraiment un succès. Ce qui est incroyable. Moi, je pense qu'il va les réussir, les réformes. La question, c'est seront-elles efficaces et vont-elles sortir le pays de son immobilisme ? Deuxième chose qui est quand même très importante, c'est qu'on s'aperçoit que tous les présidents de la République finissent au centre. Ils commencent leur mandat, pour ceux qui sont très marqués, ils commencent leur mandat très à gauche ou très à droite, mais ils finissent toujours au centre. Là, ça débute au centre. Merci Yves Tréhard. Mal au centre, oui, et vous finissez d'accord. Voilà. Le Zappélisé tout de suite. Premier zapping politique des matinales d'info. Un bon gouvernement, il y aurait plus de républicains. Alors moi, je comprends strictement rien, parce que les républicains qui vont au gouvernement, vous les engueulez. Plus de républicains dans le cadre d'un contrat de gouvernement. Une partie de ma vie politique s'achève. Je quitte le Parti Socialiste ou le Parti Socialiste me quitte. C'est terrible ce que vous dites, ça veut dire que vous êtes en pleine confusion mentale. Oh mince, attendez, monsieur Woerth, on va pas être si désagréable dès le matin. Je constate avec beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse, ce qu'est devenu le Parti Socialiste. Maintenant, moi je souhaite qu'une seule chose, c'est la réussite du quinquennat et la réussite de la France. Est-ce que vous l'appelez à venir travailler avec vous ? Non, d'abord, je pense qu'il n'en a pas l'intention. Et deuxièmement, je crois qu'il tire la conséquence logique des désaccords qui existaient à l'intérieur du Parti Socialiste. Ils sont 3 en lice pour le perchoir. 1 homme, 2 femmes. Brigitte Bourguignon, députée du Pas-de-Calais. On parle du 4e personnage de l'État. Et si les 3 premiers sont des hommes, je pense qu'il est légitime que le 4e soit une femme. Plus connu, François de Rugy est lui député depuis 10 ans. L'écologiste est devenu vice-président de l'Assemblée en 2016. Je déclare ouverte la 15e législature de l'Assemblée nationale. Nous allons donner de la voix. On a tout un groupe pour donner de la voix, pour par exemple nous ériger contre la loi travail, qui va être un des premiers grands chantiers du gouvernement. François de Rugy a été élu président de l'Assemblée nationale. L'ancien député écologiste passé à La République en marche a obtenu 353 voix. On veut désormais des propositions claires, des confrontations sur des idées, pas sur des postures. Pour notre part, nous serons là-dedans, évidemment. Cet hémicycle ne doit donc pas être un lieu de provocation et d'anathème, un théâtre d'excès et de caricatures. Il n'y a qu'un code que je ne respecterai pas, c'est le code vestimentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des sans-culottes, maintenant il y aura des sans-cravates. Les députés de la France insoumise, sans cravate, théoriquement obligatoire, ou encore une néophyte en veste de jean. Les engagements pris par le président de la République ne seront pas tenus. Il s'était engagé pendant la campagne présidentielle à ce que
le Premier ministre soit une femme. Il s'était engagé ensuite à ce que le perchoir soit occupé par une femme. Dans les deux cas, les promesses n'auront tenu que le temps de la campagne. J'ai pris un engagement, de même que Richard Ferrand, président du groupe. Nous avons dit que nous remettions notre mandat en jeu à mi-mandat, ce qui ne s'est jamais produit, pour que l'on puisse permettre, ce sera l'occasion, en tout cas nous le souhaitons, de promouvoir des femmes à des postes de responsabilité. Jean-Pierre Raffarin a décidé de quitter la vie politique. Je renonce aux 3 ans de mandat qu'il me reste à accomplir au Sénat, car le moment est pertinent. Je lui souhaite bon vent pour prendre une raffarinade. Les raffarinades sans doute vont nous manquer, mais on a besoin de renouvellement. Je cesse la vie élective, mais je reste un homme politique. On n'abandonne pas sa nature, donc je continuerai à dire ce que je pense et à servir les causes dont le pays a besoin. Voilà, fin de Territoire d'Info. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale. Bonne journée à tous.